Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de l'insécurité au Mali. Jusqu'à quel niveau la situation sécuritaire s'est-elle détériorée au Mali? Y a-t-il une solution? Laquelle? Quelle stratégie faut-il pour stabiliser le pays? Nos invités sur ce plateau, Khadija Meiga, experte en sécurité dans le Sahel, Boubacar Bokoum, politologue, Mamadou Diouara, sociologue. Je suis Fatmata Togola. Le Grand Dialogue. Alors nous ouvrons les débats avec vous, Madame Meiga. Est-ce que ces multiples attaques prouvent une défaillance du système sécuritaire au Mali, surtout dans les grandes villes? Merci pour la parole, Fatim. Effectivement, cette attaque de ce dimanche à Djoura, on déplore cette attaque qui aujourd'hui a coûté de la vie, plusieurs vies humaines au niveau des militaires. On remarque d'abord une défaillance du système de renseignement, du Mali, qui n'ont donc pas vu venir cette attaque-là. On remarque que les leçons et les enseignements des précédentes attaques aussi meurtrières, notamment, je pense à Nampala il y a 2 ou 3 ans, en 2015 et en 2016, on remarque donc qu'il n'y a pas eu de leçons apprises de ces différentes attaques parce que ce sont les mêmes méthodes qui ont été utilisées, une apparition à l'aube, les mêmes personnes qui font des attaques. Et aussi, on remarque une puissance, en termes humains et en termes matériels des assaillants. Donc cela prouve qu'ils étaient bien préparés et qu'ils sont encore plus puissants qu'avant. Donc cela montre en effet une limite à toutes les réponses aujourd'hui que nous avons militaires et qui montre surtout une défaillance en fait des réponses en fait militaires. Et cela montre tout simplement que globalement, face au terrorisme, les réponses militaires ne sont pas les seules réponses qu'il faut donner. Il faut voir une réponse plus globale. D'accord. Alors, Monsieur Bokoum, votre observation sur la question? Je commencerai tout d'abord à m'incliner pour les morts que l'armée malienne déplore et prompt rétablissement à tous nos blessés. Il est évident que jusque-là, le Mali n'est pas en train de regarder la vérité en face. Parce que la crise, elle n'est pas du tout militaire. Elle est plutôt politique. C'est là où nous étions aujourd'hui. Quand j'ai écouté Madame tout à l'heure, il y avait une défaillance de renseignement, il y avait une surprise. Mais vous ne pouvez pas avoir une base statique qui n'est pas dans la logique de l'agressivité et de la guerre et penser que vous extirpez cette mauvaise graine. Maintenant, il faut comprendre l'origine fondamentale de cette crise. C'est quoi le vrai problème? Le djihadisme auquel nous faisons allusion, l'insécurité dans la zone du Sahel à laquelle nous faisons allusion aujourd'hui, c'est quoi la vraie question que nous devrions nous poser? Parce que si on ne connaît pas les vraies causes du problème, on ne peut pas du tout trouver de solution. Mais donc, quelles sont ces causes-là? Non, aujourd'hui, la diplomatie malienne, elle est en panne. Et qui parle de la diplomatie malienne aujourd'hui parle du président de la République lui-même en tant que visionnaire de cette tragédie de vision. Parce que quand vous regardez la crise, en fait, toutes les crises dans le monde ont leur origine comme étant des crises économiques. Aujourd'hui, le Mali souffre de cette crise. Pourquoi? Parce que les pays qui sont en manque de ressources viennent chercher ces ressources chez nous. Le vrai problème, il est là. Le djihadisme, ça ne s'explique pas. Alors, la crise qui a ses ramifications économiques. Parce que quand vous vous rappelez, au début, c'était Sarkozy. Je parle sous le contrôle de M. Diouara, avec lequel j'ai eu beaucoup d'analyses sur la question de l'origine de la crise. Sarkozy avait largué des armes dans le nord du Mali. Ensuite, Hollande a créé la compagnie française des mines dans l'espoir d'avoir un deal avec le Mali pour exploiter nos ressources minières. Aujourd'hui, les gilets jaunes avec Macron en sont une illustration effective pour montrer qu'effectivement, l'Occident manque de ressources. Et les ressources, il faut venir les chercher en Afrique. Et en venant chercher en Afrique les ressources, vu que nos responsables n'ont pas la dialectique nécessaire pour négocier concrètement les ressources, parce qu'on ne peut pas aussi avoir des ressources sur son sol et dire personne ne les touche, moi je ne les touche, personne d'autre ne les touche. Donc aujourd'hui, si nous voulons avoir la paix,
la stabilité et la sécurité, nous sommes obligés d'entrer en co-entrepreneuriat avec les autres. Il faut qu'on travaille en synergie avec les autres. Et maintenant, il faut aller à la distribution de la richesse. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un problème militaire. Ce n'est pas un problème où, quand vous regardez, Madame l'a tantôt souligné, la force de frappe, elle est inimaginable. Avec quels moyens ces gens, ils ont attaqué le camp? Donc aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens d'avoir une logistique pour surveiller toute cette zone. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la surveillance des zones? Mais il faut que nos partenaires qui sont là acceptent de s'inscrire dans la logique de cette surveillance. Et ils ne le font pas, malheureusement. La zone de Thessalite aurait dû servir à un cantonnement spécifique pour permettre l'observatoire, pour permettre la visibilité, pour permettre à des satellites de visionner tout l'espace. Mais aujourd'hui, nos partenaires, l'Amunissement, Barkhane, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en observateur, alors que ça n'a pas sa raison d'être parce que, en principe, basiquement, c'est des missions d'interposition. Maintenant, aujourd'hui, l'Amunissement, Barkhane, G5, ils s'interposent entre qui et qui? Quel est leur rôle effectif? Donc, à un moment donné, il faut recadrer. Il faut que la diplomatie malienne ait le courage de dire qu'est-ce qui ne va pas avec nos partenaires et de dire de façon stratégique, voilà ce que nous pouvons donner à nos partenaires. Quand vous regardez effectivement la composition de l'Amunissement, mais qui est dans l'Amunissement? C'est toute la composante occidentale qui est là. Et chacun a besoin d'un retour sur l'investissement. C'est ça la réalité. D'accord. Alors, M. Diawara, M. Bokoum nous parle d'une guerre qui n'est pas militaire, mais plutôt politique. Êtes-vous du même avis? Alors, merci beaucoup. À sa suite, je voudrais bien m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés et que nous avons perdus, malheureusement. Voilà, la vie a ceci de particulier que, bon, sa venue et son départ, très souvent, ne dépendent pas de nous. Mais nous ne pouvons que les déplorer. Pour revenir au sujet, je pense qu'il faut reprendre la question sous différents angles. Premièrement, cette attaque de Djoura nous donne des enseignements. Dans la logique de ce qui vient d'être dit, premièrement, on se rend compte que le dispositif de sécurité déployé dans le centre n'a pas beaucoup de différence avec le dispositif qui a précédé 2012. Il serait peu réaliste d'espérer que un dispositif qui a déjà montré ses limites pourrait miraculeusement faire une différence. Mais l'annonce des 10 000 soldats par le Premier ministre. J'arrive. Il y a beaucoup de choses. Hein. Vous savez, l'effectif est une chose. Le jour où, le 31 mars 2012, Gao tombait, il y avait presque plus de militaires que de civils dans la ville de Gao. Mais la ville est tombée quand même. Pour dire que ce n'est pas l'effectif qui est l'élément essentiel. L'armée, je l'ai déjà dit sur ce plateau, ce n'est pas le nombre d'hommes et le nombre d'armes. C'est le système organisé avec une chaîne hiérarchique, un commandement cohérent et un maillage territorial solide qui permet... L'armée est un corps, comme le nom l'indique. Et un corps, c'est un ensemble d'organes mis en système. Et un système construit pour répondre à des besoins spécifiques. Et la définition de ces besoins commande la structuration de ce système. C'est ça une armée. Aujourd'hui, nous faisons face à une menace nouvelle qui nécessite une armée de type particulier. La structuration devrait être en phase. Je vais donner quelques éléments d'explication. Vous voyez, nous avons des unités, des bases un peu avancées, avec des effectifs relativement moyens. Ces effectifs moyens, avec un équipement moyen, mais le problème se situe à quel niveau? C'est que quand vous mettez à un endroit fixe une position militaire, l'efficacité de cette position militaire dépend de l'ensemble des positions qui l'entourent, de la capacité pour la base mère de venir en rescousse et pour des bases non éloignées de pouvoir intervenir par intermittence. Ça, c'est un premier problème. Quand vous regardez dans le centre du Mali, la plupart du temps, les positions militaires qui sont là, eh bien, avant qu'une autre position ne puisse venir en renfort, on a tout le temps de faire les dégâts avec le loisir qu'on veut et de partir avant qu'il y ait un renfort. Ça, c'est déjà une défaillance importante dans le maillage territorial qui est fait à ce niveau. Et autre élément d'enseignement que l'attaque de Djoura nous donne, c'est qu'on se rend compte que quand on analyse les acteurs, qui a attaqué, qui était en poste de commandement. Ok? Le commandant de compagnie qui était en poste de commandement, il est du Guettia Segui.
il a quitté la campagne à Tombouctou il n'y a même pas longtemps, il a été redéployé. Alors que normalement, quand on finit une campagne comme ça, on devrait se reposer, d'autres unités doivent partir. Ça, c'est un premier élément. Second élément, c'est quelqu'un qui, pendant qu'il était déjà sur le terrain, a toujours été harcelé par les groupes djihadistes et terroristes qui ont toujours souhaité qu'il les rejoigne. Il n'a pas accepté. C'est un commandant arabe. Il a toujours été menacé au point qu'il ne prenait même pas le téléphone. On savait déjà qu'il était exposé dans cette zone. On l'a renvoyé. Et bien, voilà que... Donc cette attaque était prévisible? Non, c'était prévisible. Il était recherché. On lui a promis de le tuer, de le trouver. Et puis, il a été redéployé là-bas. On l'a visé, on l'a tué. Maintenant, qui a attaqué? C'est Bamoussa Diarra qui attaque. Bamoussa Diarra, c'est un colonel qui de surcroît a une carrière de fer au sein de l'armée malienne avant de déserter le 23 mai 2006 alors qu'il était au commandement des troupes de Menaka. Il a déserté avec tout l'équipement militaire, toutes les munitions, toutes les armes, tous les véhicules et les hommes qui étaient avec lui le 23 mai 2006 pour aller dans le maquis. Il n'est jamais revenu. Les armes qu'il a emportées ne sont jamais revenues. Kemba Moussa puisse aujourd'hui venir dans le centre du Mali faire une attaque d'envergure de ce type, c'est un enseignement important. Un, Bamoussa est affilié à Iyad Agali. Deux, l'opération se fait sur le territoire qui est censé être le précaré de Amadou Nkoufa. Ça veut dire que la coordination entre les unités de Iyad Agali et les forces terroristes qui sont au centre du Mali est encore forte. Et on sait que Bamoussa est venu dans le centre, il s'est marié avec une femme Peul dans la région de Mopti. Donc il est carrément un bras armé que Iyad a prêté à Amadou Nkoufa. Et cela est une information importante qui est là. Maintenant, l'autre question qui est importante à se poser, comment est-ce que un armement aussi puissant, des hordes aussi importantes, on puisse se déployer pour venir attaquer une position militaire sans que la surveillance aérienne assurée par Barkhane ne puisse le voir alerter, sans que les patrouilles régulières de la MINUSMA qui sont dans la zone ne puissent le détecter, sans que les positions des FAMA ne puissent identifier et renvoyer. C'est quand même extraordinaire, c'est presque incroyable que cela puisse se produire, vous voyez. Maintenant, bon, il y a beaucoup d'autres choses. Peut-être que le reste du débat nous Bien sûr, nous allons renvoyer cette question-là à Mme Mega. Selon vous, comment est-ce que cette manœuvre a pu se passer? Comme M. Joara vient de le suggérer, de nous exposer tout de suite. Non, mais c'est clair que ce qui s'est passé ce dimanche montre clairement une défaillance même entre les différentes coalitions militaires qui existent. Donc un dysfonctionnement au sein du camp même. Un dysfonctionnement au sein du camp, mais entre même donc la force Barkhane. On sait que nous avons on avait le G5 Sahel dans la zone, on a la MINUSMA qui a 13 sites sur le territoire national éparpillés en différents secteurs. Et comment ça se fait que donc entre déjà les FAMA, ils n'arrivent pas à communiquer, ce renseignement-là n'est pas donné en 1 heure, 4 heures et 5 heures, où généralement le Mali est un pays où à 4 heures, 5 heures, les gens ne dorment pas forcément. Donc il n'y a même pas un renseignement des populations. Donc comment ça se fait que tout cet ordre-là se dirige vers le camp militaire sans que même les populations n'envisagent de communiquer sur cela? C'est clairement une défaillance qui ne dit pas son nom et qui nécessite une réforme du système de la sécurité dont on parle depuis des années qui n'a pas encore... qui tarde à être mise en œuvre. Donc il y a une véritable défense entre le dialogue, même entre les forces armées. D'accord. Oui, M. Bokou? Moi, je reviens encore sur ma position de départ. C'est un problème d'inefficacité de l'État malien. Vous ne pouvez pas comprendre que Barkhane, MINUSMA, FAMA ne puissent pas... Vous savez, même si c'est l'armée des États-Unis que vous transposez au Mali aujourd'hui, vous n'allez pas résoudre cette question. Elle n'est pas militaire, je suis désolé. Non, c'est une question purement économique. Aujourd'hui, ces pays qui prétendent venir nous donner main forte sont là pour leurs intérêts économiques. Point à la ligne. Et si l'État du Mali n'est pas capable d'avoir les stratégies nécessaires, mais nos généraux colonels, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sortis de ces mêmes grandes écoles que ces généraux français, que ces généraux américains. Alors, comment se fait-il que nous, nos officiers supérieurs, dorment à Bamako? Les soldats sont sur le terrain en train de mourir, et c'est là pour rien, sans une vision claire. C'est clair que quand vous cantonnez des gens dans une caserne, mais que vous voulez qu'ils fassent quoi? Et qu'ils se défendent avec quels moyens? Quelle est la structure de défense que l'État malien a mis à la disposition de cette caserne? Est-ce que c'est un armement très lourd jusqu'à un certain niveau qui puisse freiner une grande force? Ce n'est pas évident.
Et M. Diora l'a souligné tout à l'heure. Quand on prend les positions avancées, c'est ce que nous appelons généralement les checkpoints. Mais vous prenez un checkpoint où vous avez 4 ou 5 personnes qui sont là avec des armes légères, qui en temps normal sont juste là pour donner une alerte, pour dire attention, nous sommes sur telle position avancée et l'ennemi est en train de venir, pour que en arrière, on prenne les dispositions. Mais c'est cette position qui se trouve être attaquée. Et c'est à cette position qu'on demande de défendre. Et c'est quand cette position replie, c'est nos mêmes concitoyens qui vont dire que l'armée est en train de fuir. Mais je dis, mais attends, il faut arrêter. Cette armée, il faut la saluer. Parce qu'on les envoie à la boucherie. En réalité, le vrai problème, je reviens encore là-dessus, il est économique. Une fois que le président de la République aujourd'hui comprendrait que si la France, les États-Unis, l'Allemagne et tous ces partenaires qui sont dans l'amunissement, nous décidons aujourd'hui de créer une grande compagnie d'exploitation de l'or du Mali. Parce que tous ces enjeux, c'est là. L'or, l'uranium, le bauxite et tout ce que nous regorgeons comme ressources naturelles, nous le fusionnons dans une grande entreprise dans laquelle nous donnons des actions à tous ces partenaires. Chacun en aura pour son compte et la stabilité, nous l'aurons. Parce que c'est la prospérité partagée. Une fois que nous aurons partagé la prospérité, l'extrême violence, c'est quoi en réalité? Mais quand vous privez quelqu'un de ses moyens de subsistance, vous voulez qu'il fasse quoi? Les gens qui désertent, pourquoi ils désertent? Ils désertent parce que, excusez-moi l'expression, ils en ont marre. Quand tu es un soldat dans cette armée aujourd'hui, c'est toi qui vas aller mourir. Mais pourtant, c'est l'officier supérieur qui est couché sous son climatiseur, qui est bien payé et qui ne va même pas à la guerre. Donc, à un moment donné, que ces gens désertent ou qu'ils décident de s'allier à d'autres personnes parce qu'ils gagnent plus, cela est de bonne loi. Maintenant, si l'État malien veut arrêter cette saignée, il faut prendre le taureau par les cornes. Aujourd'hui, le vrai fond du problème, c'est qu'il faut négocier avec tous ces États. L'Allemagne est là. La Chine est là. La Grande-Bretagne est là. Vous avez suivi la dernière fois quand on a attaqué Koulikoro? Mais qui va nous dire que Koulikoro n'est pas équipé? C'est un centre d'instruction militaire, mais c'est un signal très fort. Ça veut dire que toutes ces machines qu'on met en place, c'est des machines politiques. Et les dessous politiques sont économiques. Donc, si nous ne prenons pas garde et que nous ne résolvons pas les vrais problèmes, poser les vraies questions économiques, nous n'avons pas la solution militaire. Une fois que nous aurons accepté aujourd'hui de dire à la France, quand vous regardez le problème des Gilets jaunes, par analogie, vous comprendrez que la France aujourd'hui, après Sarkozy, que Sarkozy ait décidé d'envoyer des armes dans le nord pour déstabiliser Kadhafi. Et ensuite que François Hollande ait décidé de relever les défis en faisant l'histoire de Konna, qui est un montage grotesque. La menace de Konna est un montage grossier de la France. Mais pourquoi vous dites cela? Mais c'est grossier pour la simple raison que vous ne pouvez pas avoir plus de 600 pick-up alignés avec des 12-7 dessus venus de nulle part. Et la surveillance aérienne de la France, elle sert à quoi? Ça veut dire en réalité que c'est la théorie du choc, juste que nous sommes victimes de la théorie du choc qui consiste à nous faire peur et à nous faire céder sur un certain nombre de choses par laquelle Djangounda, il a cédé, il a demandé le secours à la France, mais vous avez vu très rapidement que Serval s'est transformé en munissement. Pourquoi la France n'est pas restée seule? Parce que simplement, les autres pays n'accepteront jamais que la France vienne s'installer dans son soi-disant précaré néocolonial pour continuer à exploiter les ressources. Donc ils vont aussi venir par le des Nations Unies, tout le monde va venir et maintenant si le gâteau doit être partagé, il faut que tout le monde y participe. Oui, Madame Mega. Des propos très accusateurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Le nexus sécurité-développement, on ne le dira jamais, on le relèvera jamais assez. Pas de sécurité, pas de développement. Développement sans sécurité, enfin, c'est vraiment impossible. Toutefois, avant d'accuser ou de mettre en exergue effectivement la responsabilité des autres pays externes, des pays des étrangers. Je pense qu'il faut également trouver des réponses économiques, peut-être à l'interne d'abord, locales. Aujourd'hui, effectivement, les populations, s'il manque de santé, d'éducation, de tous les besoins humains premiers, des services sociaux de base, il est évident déjà qu'ils ne peuvent même pas collaborer avec les militaires s'ils savent que, de toute façon, eux, leurs premiers besoins ne sont pas satisfaits. Mais après, voilà. Je pense qu'il faut d'abord voir une réponse à l'interne même du pays avant d'accuser le... Je peux réagir? Oui, allez-y. Justement, rapidement, Diora, excuse-moi. Oui. Mais en réalité, c'est un cercle vicieux. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que les besoins de base, mais c'est pourquoi les raisons elles sont d'abord économiques.
Parce que quand vous créez l'insécurité économique, vous créez forcément l'insécurité militaire. Et l'extrême violence découle de l'insécurité économique en réalité. Qu'une personne ne puisse pas collaborer avec son propre pays, c'est d'abord parce qu'il est en insécurité économique. Et l'État a le devoir de protéger tous les citoyens et à tous les niveaux pour que nous puissions avoir les besoins essentiels de base. Mais malheureusement, nos États ont échoué sur ce plan. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Diawara que je pense à quitter le Nord il n'y a pas très longtemps, mais les gens, ils manquent de tout. Alors, ceux qui viennent les proposer, je vais même vous faire une analogie par rapport à l'entrée du christianisme. À un moment donné, on vient, on vous soigne parce que les locaux ne parviennent pas à vous donner les médicaments essentiels et on vous dit transformez-vous en chrétien parce que nous, on a la possibilité de vous donner ceci ou de donner. C'est juste une petite anecdote. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, si l'État ne répond pas sérieusement aux vraies questions, ce n'est pas possible d'avoir de la sécurité à l'intérieur du pays. Et les vraies questions, elles sont d'abord économiques. Les militaires, ils ont besoin d'être entretenus comme des militaires normaux. Vous prenez aujourd'hui le traitement des agents de l'amunissement, mais ils sont payés en dollars. Et le soldat malien, il est payé comment? Vous partez sur le terrain, et quand il y a un danger à affronter, pendant que le militaire des Nations Unies porte un casque avec des lunettes infrarouges, en train de voir les mines de loin, le soldat malien, il est là sur son terrain avec une petite carabine chinoise en train de traquer le sol pour voir s'il n'y a pas de mine. Vous pensez que c'est une façon de motiver des soldats? Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Que nos partenaires ils viennent nous accompagner pour apporter la logistique, oui, mais il faut que cette collaboration elle soit franche. Et c'est là où la diplomatie pêche beaucoup. Cette diplomatie, aujourd'hui, on doit être capable d'enlever la crise dans son contexte que militaire, pour l'amener dans la question, dans la dimension économique de la collaboration que nous devrions avoir entre Barkhane, G5, la France et tout le monde. Il faut que la diplomatie réfléchisse à une stratégie d'envergure de développement de notre nation pour mettre ça sur la table et on va négocier dur pour obtenir ce que nous voulons. Monsieur Diawara, oui. Merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant parce que, comme il l'a dit, je crois que la stratégie du choc fait son effet. C'est ça. Maintenant, on va revenir un peu au sujet militaire, tout en précisant que l'aspect économique dont il a parlé est sans nul doute le fond de toile de toute cette crise. C'est clair. Tout le monde le sait, le citoyen malien est dans une situation précaire, les gens n'ont pas de perspective et les gens ont de la difficulté à s'affirmer à l'intérieur du pays. Il y a énormément de brimades, d'exclusion qui font que certaines personnes n'ont aucune alternative que de choisir d'aller dans l'aventure vers la mer ou de se constituer en alternative néfaste. Mais pour revenir à la question... D'où ma question, ces présumés terroristes sont-ils plus formés, équipés ou engagés que les soldats maliens? Non, je pense qu'il faut qu'on recadre un peu les choses. Premièrement, on ne peut pas dire que les présumés terroristes sont plus formés que nos militaires. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mode opératoire n'est pas le même. Donc, les éléments d'évaluation ne peuvent pas être les mêmes. Nous avons une armée régulière, organisée, qui marche de façon progressive, qui a des positions militaires à défendre. En face, on a des groupuscules organisés avec des moyens de mobilité assez importants et la capacité de venir faire une nuisance et disparaître. Donc on ne peut pas comparer les deux de façon objective et dire que l'autre est plus formé. Par contre, pour le cas précis de Djoura, il faut reconnaître quand même que c'est un colonel expérimenté de l'armée malienne qui vient attaquer une base dirigée par un adjudant-chef. Déjà, il y a une cassure extrêmement importante qui est là en termes de niveau par rapport aux acteurs. Et ensuite, quand on analyse l'attaque de Djoura, c'est la réplique parfaite de l'attaque de Aguelhok en 2012. La seule différence, c'est qu'Aguelhok, il y avait d'abord un renfort qui a été éliminé en amont. Mais quand on regarde la tactique par laquelle le camp a été attaqué, les effectifs qui ont été déployés et la façon dont on a traité les éléments sur le terrain, c'est vraiment, on a éliminé le camp. C'est vraiment ça. Le résultat et tout. Ça donne carrément le schéma de Aguelhok en 2012. Mais par contre, moi, ce qui me préoccupe, c'est que je pense qu'il est important en tant qu'intellectuel, sans nécessairement tirer une conclusion sans fondement, de faire le rapprochement entre les événements qui viennent de se produire.
Parce que juste avant cette attaque de Djoura, il y a la SEMA qui déclare son retrait du cadre de concertation mis en place par le ministre de la Réconciliation chargé de la coordination de la mise en œuvre de l'accord, en accusant le gouvernement de violer l'accord parce que le gouvernement aurait pris des mesures unilatéralement, notamment par rapport au déploiement de l'opération Dambé dans le nord du Mali, alors que l'accord parle d'un redéploiement progressif des forces armées reconstituées. Alors là, il y a vraiment matière à réfléchir, parce que le même Bamoussa, avant d'être djihadiste avec Iyad Agali, était avec le MNLA en 2012. C'est une question importante. Il était avec l'Alliance du 23 mai en 2006. Donc il est essentiellement rebelle séparatiste et une position connue et attestée. Quand son intervention colle avec la déclaration de la SEMA, on est en droit de se poser des questions si c'est une coïncidence hasardeuse ou quelque chose qui ressemble à un message. Donc je pense qu'il est important de poser des questions. Hein. Peut-être je ne donne pas de réponse, je pose des interrogations de façon objective. Peut-être que des éléments de réponse nous permettront de mieux comprendre. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a deux dimensions. Je crois que par rapport à la discussion que mes deux collègues ont eue, c'est que il faut qu'on parle des acteurs, des jeunes enrôlés aujourd'hui dans les groupes extrémistes, d'une part, et qu'on parle de la capacité de réponse à la menace actuelle, d'autre part. Quand on prend la capacité de réponse à la menace actuelle aujourd'hui, il est indispensable de prendre en compte trois choses. Premièrement, comme elle l'a dit, la réforme du secteur de la sécurité doit s'accélérer côté défense. C'est vrai que le processus est long. Il est nécessairement long parce qu'il prend en compte beaucoup de choses et beaucoup d'acteurs, mais il est important que les enseignements déjà tirés servent à la nouvelle stratégie opérationnelle mise en œuvre pour le système de défense. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le lieu de le faire, je suis désolé. Deuxième élément, c'est qu'il est indispensable aujourd'hui qu'on clarifie la question de la surveillance aérienne. Vous savez, quand vous partez à l'aéroport de Gao, vous avez les avions de l'armée malienne qui sont garés sous le hangar là-bas. Mais la surveillance aérienne est confiée à Barkhane. L'armée malienne ne survole pas pour surveiller. Si l'armée malienne ne survole pas pour surveiller et que c'est Barkhane qui doit l'assurer, il faudrait bien que ce contrat soit... Bon, question à laquelle je n'ai pas encore de réponse, mais c'est important, vous journalistes, de poser la question, de convoquer les responsables ici et de les poser la question. Ce qui est important, c'est que si Barkhane assure cette couverture aérienne, il faudrait que les termes soient suffisamment clairs et que les conditions soient précises. Le troisième élément que je vais dire, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, vous savez, on peut avoir 100 000 armées sur le terrain. Peu importe la performance de chacune des armées, on va avoir une situation sécuritaire chaotique. Pour preuve, on a toujours eu les Britanniques, les Américains, par endroits les Français en Afghanistan, on n'a jamais eu une situation sécurisée. On les a tous eu ensemble en Irak, l'insécurité était à son summum. On les a eu ensemble avec les Russes. En Syrie, l'insécurité était encore au summum. C'est pour dire que ce n'est pas la présence d'armées multiples ou performantes qui permet. C'est qu'il faut, la question de la sécurité est une question de coordination, de l'information, des acteurs et de la réponse. Tant que la coordination n'est pas précise, que les positions prises par chacune des forces sur place n'est pas gérée par un commandement unique et que l'information transite par une centrale unique, croyez-moi, vous pouvez amener toutes les armées du monde sur le terrain, on aura une situation sécuritaire toujours aussi défaillante. Oui, M. Bokoum, vous voulez... Non, je voulais juste dire que la question pour moi, je rejoins encore M. Diarra, elle est politique. Parce qu'elle n'est pas que militaire. Parce que même quand vous amenez toutes les armées du monde, vous pouvez gagner le combat. Mais vous ne pouvez pas éliminer cette forme de l'extrême violence. Cette violence, elle a ses causes profondes qu'il faut analyser. Quand il donne l'exemple de la Syrie tout de suite, c'est vrai, on a amené toutes les armées. À un moment donné, Assad a été acculé, il avait le dos au mur. Ensuite, les Russes sont venus à la rescousse. Militairement, ça l'a rehaussé. On est en train d'éliminer les poches des djihadistes en Syrie. Mais ça ne veut pas dire que le problème, il est terminé. Aujourd'hui, nous, au Mali, on a une situation similaire. Toutes les armées du monde sont chez nous. Il vient de le dire tout de suite. Mais pourquoi la diplomatie malienne accepte que notre sécurité soit totalement sous-traitée? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi nos avions sont sur le tarmac? Pendant ce temps, c'est les avions de Barkhane qui survolent.
et nos éléments n'ont pas l'information. C'est ça la triste réalité. Donc le travail, la coordination, qu'est-ce que Barkhane et MINUSMA ils font sur le terrain? Ils essaient juste de se protéger eux-mêmes. Parce qu'ils sont là en tant que spectateurs. Dans le cadre classique, ils s'interposent entre deux belligérants. C'est ça, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Bon. Barkhane a un mandat formel de lutte contre le terrorisme. C'est ça le mandat de Barkhane. Justement. Mais donc c'est différent de la MINUSMA. Oui, mais il y a toujours une nuance de taille. Parce que quand on dit qu'ils sont là pour lutter contre le terrorisme, nous ne les voyons pas traquer le terrorisme en tant que tel. Quand l'armée malienne est attaquée par des terroristes, qu'est-ce que Barkhane aurait dû faire? Se mettre du côté de l'armée malienne et ensemble, ils matent les terroristes. Et c'est pas ce que je vois sur le terrain. C'est ça le mandat. Voilà. Bon, donc, notamment, je reviens encore pour dire que notre diplomatie, elle est malade. Parce que s'il n'y a pas de vision stratégique et qu'on ne puisse pas dire à nos partenaires, non, vous fautez par rapport à tel aspect de la chose, les termes du contrat qui nous lient, c'est tel ou tel élément, où nous souhaiterons même réviser notre contrat parce que nous souhaiterions que vous partez dans telle ou telle direction, c'est ce qui est avantageux pour la nation malienne. Et là, ça veut dire que nous ne travaillons pas sur les grands axes essentiels. Alors, Madame Maïga, où est-ce que toute cette situation va nous mener? Au chaos, tout simplement, parce que c'est une situation qui se détériore. Hein. On essaye de le nier ou de se dire que ça va. On a su que récemment il y avait l'armée malienne a été surclassée, il me semble, à un niveau international. Mais malgré cela, on voit aujourd'hui que ça ne s'améliore pas et que, encore une fois, les leçons et les enseignements ne sont pas tirés. Aujourd'hui, on pourrait être beaucoup plus fonctionnel, en tout cas, si vraiment on s'assurait qu'il y avait cette coordination-là que M. Djora rappelle, qui ensuite tire les leçons et les enseignements des erreurs passées, parce qu'on ne peut pas reproduire les mêmes schémas qui entraînent les mêmes effets. Et encore, c'est d'autant plus dangereux qu'aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas pour moi, que la puissance des groupes terroristes augmente et que les méthodes divergent et il y a de nouvelles méthodes plus puissantes. Je pense aux cadavres piégés récemment et encore à cette attaque qui, on le relève, est puissante. Donc il est important que les réponses aujourd'hui soient plus adéquates, que les gens se mettent autour de la table et qu'ils tirent les leçons et les enseignements des attaques précédentes. D'accord. Alors, monsieur, oui, vous voulez réagir à ça? Oui, en fait, je voulais juste l'appuyer dans ce qu'elle a dit pour dire que les groupes terroristes, entre guillemets, se sont toujours révélés extrêmement résilients. D'abord, quand on analyse le début en 2012, ces groupes étaient en arrière-plan avec le MNLA en avant. Ils n'étaient pas vus, ils venaient pour intervenir, pour débloquer les situations. Ensuite, ils ont profité d'une grogne sociale à Gao, la résistance des jeunes, pour balayer le MNLA et s'installer. Donc c'est devenu une opération d'occupation et de conquête territoriale. Après l'opération Barkhane, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont préparé l'après-Konna. Ils ont préparé l'après-Konna. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé beaucoup de prêcheurs un peu partout. Ils ont formé beaucoup de jeunes qui étaient prêts à prendre la relève. Au moment où l'intervention a eu lieu, ils ont cédé les armes à ces jeunes. Ils se sont repliés, mais en laissant leurs tentacules. Ils ont laissé les gens se tranquilliser. Après, aujourd'hui, ils ont commencé à opérer par des petites attaques. Ils ont créé d'abord le FLN, le Front de Libération du Massina, parce que c'était dans l'optique que IAD avait commencé. Parce qu'il faut rappeler que le premier groupe que IAD a créé, c'était le Front de Libération de l'Azawad, le FPLA, le Front Populaire de Libération de l'Azawad. Donc c'est dans la même, j'allais dire, dans la même anthroponymie que ça a été fait. Maintenant, quand on quitte ces registres et qu'on regarde après qu'est-ce qui s'est passé, au moment où on a commencé à construire une réponse conséquente, eh bien, ils ont décidé simplement de changer la couleur du djihadiste. À l'époque, le djihadiste était un arabe venu du Pakistan ou un Touareg Foras de la région de Kidal. Il est devenu un peu fondu dans la population, accompagné de quelques illuminés, Maraka, Bambara, Bozo, ainsi de suite. Donc, il y a toutefois des mutations que ces groupes-là font. Ils ont une capacité de résilience extrêmement importante et à chaque fois qu'on construit une réponse, ils ont déjà préparé une alternative. Ça veut dire qu'ils sont dans la proactivité et que nous sommes dans la réaction. Et tant qu'on est dans la réaction, on subit les événements. Quand on subit les événements, on est perdant. Et qu'est-ce que tout cela peut avoir comme impact sur la population? Mais l'impact est déjà là. C'est qu'aujourd'hui, le peuple malien est divisé. Le tissu national est plus effrité qu'il n'a jamais été. Quand on va dans le centre du pays, moi je passe mon temps à tourner dans le pays,
Et je vous assure que quand on va dans le centre du pays aujourd'hui, les gens ne sont plus capables d'interagir les uns avec les autres. Tout le monde se méfie de tout le monde. Personne n'a plus confiance en personne. L'ami et le frère, le voisin de 10 siècles est devenu du jour au lendemain l'ennemi public numéro 1. Comment on est arrivé là? C'est parce que justement le retrait de l'État ou sa fragilité lorsqu'il est présent, là où il est présent, a entraîné des alternatives. Ces alternatives, c'est quoi? C'est les groupes qui ont pu se constituer en force, qui se donnent un accoutrement particulier. Soit ils se mettent dans la posture du donso, soit ils se mettent dans la posture du peul berger, soit ils se mettent dans la posture de telle autre communauté pour agir. Et donc, l'acte qu'ils posent n'est plus, n'est plus considéré comme l'acte de tel individu ou de tel groupe, mais comme l'acte de telle ethnie ou de tel groupe communautaire. Et du coup, ça crée le conflit entre les sociétés. Ça brise les liens sociaux, ça altère la cohésion sociale et ça ralentit l'activité économique. Pourquoi? Parce qu'au Mali, l'activité économique est organisée par une répartition ethnique. Le bozo amène du poisson, le cultivateur cultive son riz, le chasseur donso amène la viande, l'autre amène du lait, l'autre amène de la... ainsi de suite. Donc, les gens se complètent économiquement. Lorsque vous créez des suspicions entre ces composantes ethniques, vous brisez l'activité économique, vous déstructurez la chaîne économique. Et ça devient une source d'un autre problème encore plus grave. D'accord. Alors, M. Bokoum, est-ce que l'État est le seul à réellement endosser cette responsabilité-là? Non, entièrement, l'État est le seul responsable, parce que le reste des éléments, c'est toujours malléable par rapport à l'État. Vous verrez, quand vous suivez la logique de M. Diawara et le raisonnement qu'il vient de tenir, ça veut dire qu'il y a des cerveaux dans ces milieux, ils réfléchissent. C'est des fins stratèges et ils ont compris comment faire la mutation, ils ont compris comment nous désarçonner, ils ont compris comment nous désarticuler, ils ont compris comment nous déstructurer. Et le rôle de l'État, c'est quoi? C'est comment nous structurer. Cette réponse, c'est l'État qui doit le donner. Et en ce qui concerne la société civile et l'opposition? Mais on ne peut pas parler de société civile lorsqu'il n'y a pas d'État. Parce qu'aujourd'hui, la configuration au Mali est faite de telle façon que les partis politiques sont inexistants. Parce que c'est des petites antennes du système au pouvoir. La société civile, la vraie société civile n'est pas reconnue par l'État malien. Il ne joue pas son rôle parce qu'il est mis dans un placard parce que le message que l'État ne veut pas entendre, parce que c'est ça aussi le problème du Mali. Le système de mauvaise gouvernance est fait de telle façon que quand vous dites la vérité à ceux qui sont en face, vous êtes l'ennemi public numéro 1. Donc la société civile, elle est inexistante. Cette société civile qui est là aujourd'hui est une société qui est fabriquée par ceux qui sont au pouvoir. Donc le message, il est inaudible, il est le même. Donc il ne rentre pas dans le fond de la problématique. Les partis politiques qui sont capables de dire la vérité ne sont pas avec l'antenne de ceux qui sont au pouvoir. Donc les moyens dont on a besoin pour aller à l'éducation citoyenne, pour aller réellement au contact de la population, sont détournés au profit de ceux qui sont en connivence avec l'État central qui gouverne. C'est ça la triste réalité. Aujourd'hui, vous avez une société civile, vous avez besoin de moyens pour mettre en valeur les intellectuels et les chercheurs, mais ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas assistés. Je sais par exemple que Diawara, ce qu'il fait aujourd'hui, l'État ne l'appelle pas pour dire nous vous apportons des moyens conséquents pour que vous puissiez toucher le maximum de personnes. On ne le fait pas. Donc on fait comme si on n'est pas au courant de ce qui se passe. On fait comme si on ne comprenait pas la vraie problématique. L'État malien est conscient du vrai problème. Et ils ont les solutions, ils ne veulent pas nous les apporter aujourd'hui parce qu'ils sont irresponsables au sommet de l'État. C'est ça la triste réalité. Sinon, autrement dit, les problèmes, ils sont connus. Quand on est à l'écoute du peuple, on sait ce qui s'y passe. On sait que les solutions, comme je l'ai dit tantôt, elles ne sont pas militaires, mais les vraies solutions, on les a apportées de main. Et la diplomatie est là pour nous aider si nous avons une vision. Si nous aimons bien notre pays, nous serons capables de dire à nos partenaires là où il faut s'arrêter, là où c'est que nous pouvons partager avec eux, les ressources sur lesquelles ils sont en train de lorgner aussi, c'est de leur dire voilà ce qu'on peut vous donner. D'accord. Et Mme Maïga, en ce qui concerne le rôle des experts et des partenaires, dans la résolution de tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je pense déjà que l'État fait des efforts. Moi, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, mais que ces efforts-là ne sont pas suffisants. Et justement, elles ne sont pas suffisants aujourd'hui parce que y a ce manque d'écoute-là qui n'existe pas. Il y a une véritable différence en fait en matière de démocratie représentative au Mali, de participation de la population en fait et
d'inclusivité. Mais qu'est-ce qui a amené cela? Ce qui a amené cela, c'est déjà qu'il n'y a pas de dialogue entre l'État, voilà, l'État et les citoyens. Et il y a ce tissu social-là. Pourquoi il n'y a pas de dialogue? Un éducateur ne peut pas dire à son enfant pourquoi il est mal éduqué. C'est le chef de famille qui éduque l'enfant, pas l'inverse. Oui, Madame Egalesi. Donc le tissu social est brisé aujourd'hui parce que, comme il a si bien dit Dura, aujourd'hui, le Mali fonctionne en termes ethniques. Donc lorsqu'on crée une méfiance entre les populations, vous disiez tout à l'heure, c'est à l'intérieur du pays, mais même à Bamako, on ne se fait plus confiance. On a peur, voilà, il y a une méfiance qui existe, qui est latente. Et ça, c'est ce manque de dialogue-là, ce manque d'espace de dialogue entre les citoyens et l'État. Aujourd'hui, il faut créer cet espace de dialogue-là entre le citoyen et l'État et englober en fait ainsi une certaine co-gouvernance en fait de la situation pour sortir de la crise. Tant qu'il n'y a pas de co-gouvernance et que les citoyens et l'État ne se réunissent pas pour être beaucoup plus, pour créer des réponses, ça ne marchera pas. D'accord. Je respecte beaucoup l'élégance de madame, elle est très diplomate, elle est très fine, je respecte beaucoup. Moi, je suis dans mon rôle d'analyste, donc je ne porte pas des gants, je ne suis pas de l'opposition non plus, j'aime bien ce pays. Mais il faut que ces gouvernants, ils acceptent de regarder la réalité en face. Mais qu'est-ce qu'il faut réellement pour mettre fin à l'insécurité dans le pays? Non, je suis clair que quand elle parle de dialogue inclusif, il ne peut pas aller dans le dialogue inclusif dès lors qu'ils ne sont pas démocrates. C'est ça la triste réalité, c'est la mauvaise gouvernance. On n'est pas démocrate dans ce pays, on n'accepte pas la contradiction. Et même les clivages auxquels Diawara a fait allusion, l'État l'a beaucoup alimenté. Les politiques ont surfé sur ces choses. On est même allé jusqu'à accepter des créations d'associations ethniques. Tout ça, on l'a consigné dans ce pays. Donc quand les gens vont dans le repli identitaire et qu'on commence à se regrouper pour aller dans les self-défense et que l'État même encourage les milices d'autodéfense, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc l'origine, c'est dans le laxisme de la gouvernance. Le fait que les gens ne se parlent pas, ça c'est la mauvaise gouvernance. Le fait que la population n'a pas confiance à ses dirigeants, ça c'est la mauvaise gouvernance. Le fait que nous ne nous parlons pas sérieusement, parce que nous on ne nous écoute pas. Nous on interpelle chaque fois les chercheurs qui nous donnent des solutions. Ils ont des solutions clés à main. Il n'y a pas de raison à ce que les solutions qu'ils trouvent ici marchent au Burkina, marchent en Côte d'Ivoire et qu'ici ils ne sont pas écoutés chez eux. Et comment vous voulez qu'un État qui est assis entre quatre murs en train de nous dire on va aller inaugurer je ne sais pas, un port de pêche à Mopti, on va aller faire ceci, cela. Vous pensez que c'est comme ça qu'on résout un problème sécuritaire? Mais il faut qu'on arrête et qu'on se regarde en face, qu'on se dise la vérité. Le vrai problème, je vous dis, il est économique. Aujourd'hui, les ressources, je vais vous rappeler une chose. En 2014, François Hollande a créé la compagnie française des mines et qui jusqu'à la date d'aujourd'hui n'a pas été opérationnelle pour la simple raison qu'on n'a pas pu obtenir Kidal. Parce qu'à l'époque, quand ils sont arrivés à Kidal, Kidal a été totalement donné aux rebelles pour pouvoir négocier cette mine d'or de Kidal qui sera exploitée par la compagnie française des mines. Et j'ai les preuves pour dire à madame que je n'accuse pas dans le vide, que ces documents existent. Ça a été créé en 2014 par François Hollande pour exploiter l'or de Kidal. Okay. Aujourd'hui, il suffirait que la France est à 0% dans les ressources naturelles du Mali aujourd'hui. C'est les multinationales qui sont en train d'exploiter nos ressources et les multinationales font du chantage à nos politiques maliens parce qu'on leur donne des rétrocommissions. On fait la même chose Monsieur aux dirigeants français. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Je suis désolé, mais j'ai été un peu long. Mais bon, c'est pour dire juste que ces ressources, si nous acceptons aujourd'hui de les partager sérieusement, qu'on s'assied sur la table, qu'on divise les ressources, le Mali aura sa part, la France ne sera pas à 0%, ils nous créeront moins de problèmes parce que c'est eux qui créent tous ces mécanismes d'insécurité derrière. D'accord. Alors, Monsieur Diawara, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour résoudre ce problème? Je pense qu'en toute honnêteté, il est important aujourd'hui que le Mali attaque de front les sentiers qu'il a initiés. Le premier, c'est celui de la réforme du secteur de la sécurité qui peine à se matérialiser et qui a besoin de toutes les énergies et du maximum de moyens parce qu'il faut qu'on aille vers la sécurité humaine. Une sécurité humaine qui prend en compte le contexte socio-économique et culturel du Mali aujourd'hui. Je pense que c'est dans cette perspective que le commissariat, la RSS et le Conseil national doivent s'inscrire. Je pense qu'ils sont dans la voie, mais il faut qu'ils soient accompagnés. Le deuxième élément, c'est que le Mali aujourd'hui, vous savez,
savez, pour abonder un peu dans le même sens que ce qu'elle disait, certes, il y a des efforts, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts. Ces efforts sont insuffisants, mais la question, c'est est-ce qu'on est en train de faire les efforts qu'il faut? C'est ça la question. Pourquoi je pose cette question? Parce que ce à quoi nous faisons face, c'est la nécessité de refonder l'État, c'est la nécessité de refonder l'homme malien. Et ça, c'est un exercice de profondeur, pas de surface. Tant qu'on n'aura pas accepté le courage politique nécessaire pour questionner notre identité, bon, ce que moi j'appelle notre malienneté, sans lui donner le contenu de l'ivoirité, je ne veux pas aller dans les diables, mais bon, qu'on sache, quand je dis je suis malien, que ça signifie quelque chose, que ça incarne quelque chose. Et l'État doit aller dans le même sens pour que la sécurité réponde. D'accord. Et cela me fait à ce débat sur l'insécurité. Un grand merci à nos invités. Khadija Maïga, experte en sécurité dans le Sahel, Aboubacar Bokoum, politologue, Mamadou Diouara, sociologue. C'était une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde. Nous direz la régie d'être assurée par Gaï Kanté. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.